pour notre troisième présentation, je vais inviter Lucille, ça me fait très plaisir de la recevoir parce que ça fait depuis très longtemps que je la connais, qui est donc étudiante au doctorat en télédétection et elle va nous parler justement de l'assèchement des lacs, avec un voyage dans le temps. Là. Allô tout le monde? Alors ouais, moi c'est Lucille, doctorante, voyageuse temporelle et dresseuse de Pokémon depuis mes 7 ans. Bien sûr, je commence toujours avec le starter O, c'est plus simple. Et du coup, ça fait presque aussi longtemps que je suis à l'école que je ne joue au Pokémon. Et en ce moment, je ne combats pas la Team Rocket, doctorat oblige. Mon projet principal, c'est de comprendre pourquoi, parfois, les lacs dans le nord du Manitoba s'assèchent ou du moins baissent de niveau. Donc, je cherche à savoir plus particulièrement si c'est une variabilité naturelle ou si c'est une conséquence du réchauffement climatique qui, en quelque sorte, est un peu ma Team Rocket à moi. Et donc, pour ça, un peu comme dans Pokémon Arceus, super jeu, je vous le recommande, ça change de gameplay, je voyage dans le temps avec plusieurs machines à remonter dans le temps. Cette fois, pas besoin de Pokémon super rares pour y aller. Non, moi, j'ai des DeLorean. Et oui, j'en ai plusieurs. J'en ai une dizaine à peu près, à défaut d'avoir un overboard. Et donc, mes DeLorean, elles sont vraiment super. Elles sont au minimum composées de 60% de matière organique. Elles fonctionnent sans électricité, sans essence, vraiment topissime. Le problème, c'est que certains appellent ça de la boue. Mais alors, quel est le lien entre lac, voyage dans le temps et boue? Eh bien, au cours de sa vie, un lac va accumuler de la boue dans son fond, petit à petit. Chaque couche de boue correspond à une époque et enregistre en fait plein de paramètres de la vie du lac. Il est donc possible de récupérer cette boue et de retracer l'histoire du lac. Donc, les limnologues vont appeler ça une carotte de sédiments lacustres. Moi, je ne suis pas super fan de cette définition-là. J'appelle ça le journal intime du lac. Parce que chaque couche de sédiments, en fait, c'est un peu comme une page de journal intime où on va raconter notre histoire. Le lac, il fait pareil avec ses sédiments. Et donc, ici, la carotte que vous voyez ne fait que 47 cm. Mais, mesdames et messieurs, c'est incroyable. On a plusieurs, 2-3 millénaires d'histoire en 47 cm, ce qui est fantastique, je trouve. On a dû me la cacher parce que j'arrêtais pas de l'admirer, celle-ci. Et donc, ce fut un voyage périlleux pour aller chercher mes DeLorean. Il a fallu braver les ours polaires et rester alerte. Par exemple, ici, c'est un lac où on a testé des sondes le matin. Et le soir, il y avait un énorme mâle ours polaire dans le lac. On a dû aussi affronter le manque de sommeil. C'est vraiment des conditions difficiles, puisque chaque soir, il y a des aurores boréales dans les basses terres de la baie d'Hudson. 300 jours par an d'aurores boréales, c'est terrible. Et enfin, le pire des ennemis, vraiment, tout petit, mais super dangereux, les moustiques et les mouches noires. Et ça, mesdames et messieurs, en plus de nous arracher la peau, il y a de quoi nous rendre fous. Parce que vraiment, ils essaient de rentrer dans nos oreilles, notre nez. Donc, on voit que je suis vraiment très heureuse d'être là à ce moment-là. Et donc, petit DIY, je ne vais pas garder le secret de comment moi j'obtiens mes DeLorean. Donc, ce qu'il nous faut, c'est un carottier. Donc, c'est un système assez simple, en plastique, avec un tube où on va récupérer le sédiment et une petite boule qui va venir en fait bloquer le tube. Donc, ce qu'on fait, parce que les lacs ne sont pas profonds, on ne peut pas y aller en bateau ou en kayak, on met une magnifique combinaison de pêche. J'appelle ça la Churchill Fashion Week. On essaie d'aller tant bien que mal au milieu du lac. À ce moment-là, je vous conseille de garder quelqu'un sur la rive qui va surveiller que vous n'êtes pas coincé et bien rigoler si tel est le cas. Ensuite, on va enfoncer la carotte de sédiment jusqu'au plus on va enfoncer le carottier au plus profond possible. Soit on va taper dans le minéral et ça ira pas plus loin, soit on va taper dans les sols gelés et ça n'ira pas non plus loin. On active la petite boule qui va venir bloquer le tube et par effet de succion, on va pouvoir remonter le tube. On va vite mettre un bouchon avant de sortir totalement le tube et on repart
avec notre échantillon, tant bien que mal, parce qu'il faut le garder droit, ne pas tomber et pas rester coincé. Et donc on va mettre un deuxième bouchon et on va pouvoir passer au laboratoire. Donc on coupe soit par tranche de 1 cm, soit on garde la carotte entière et on va l'ouvrir en deux comme ceci. Et donc là, ça va nous permettre de faire plein de différentes analyses chimiques, mais aussi d'étudier des microfossiles. La seule raison pour laquelle je suis dans ce genre de domaine. C'est des fossiles merveilleux. Ce sont les diatomées. Ce sont des microalgues que l'on retrouve dans toutes les étendues d'eau terrestre, de l'océan à la petite flaque. Elles ont des coquilles très solides composées de silice, qu'on appelle fustules, et elles ont plein de super pouvoirs. Attention, mesdames et messieurs, carte Pokémon exclusive pour ceux qui collectionnent en ce moment. La Basiluorifita, ou diatomée, c'est plus simple. On appelle diatomée parce qu'en fait, c'est une petite boîte. Ça vient du latin. Et donc, elle a plein de super pouvoirs, notamment la photosynthèse, qui permet de produire 20% de l'oxygène terrestre. Ça m'a fait halluciner quand je l'ai découvert il y a 2 semaines. Elle a aussi un super pouvoir qui est l'objection votre honneur. Alors, il faut savoir que quand la police scientifique trouve une personne dans un lac et qu'elle pense qu'elle s'est noyée, on va aller checker les diatomées. Parce qu'en fait, les diatomées, quand la personne va respirer l'eau, elles vont aussi circuler dans le corps avec l'eau. Et donc, on va pouvoir attester que c'est bien une vraie noyade. Et aussi, grâce à ces diatomées-là, on peut identifier dans quel lac la personne s'est noyée. On a aussi la fonction insecticide, pour ceux qui achètent de la terre de diatomée pour combattre les punaises de lit. En industrie, on a la filtration. Et moi, mon pouvoir préféré, c'est les témoignages. Parce que les diatomées sont le témoin du passé du lac. Mais pour cela, on a besoin d'un Pokédex pour décrypter leurs témoignages. Alors, concrètement, un Pokédex, c'est quoi ? Dans le jeu, un Pokédex, c'est une base de données qui regroupe tous les Pokémon qu'on a rencontrés, avec leur nom, leur taille, leur poids, et éventuellement leurs préférences écologiques, c'est-à-dire là où ils préfèrent vivre. Ainsi, on ne trouvera pas de Pokémon glace en plein milieu d'un désert chaud. Eh bien, pour les diatomées, c'est pareil. Et croyez-moi, elles sont très exigeantes. Vraiment, j'aimerais pas être leur voisine. Si les paramètres changent un petit peu, parce que l'eau elle est devenue un peu plus salée, un peu plus acide, qu'il y a moins de lumière, les diatomées sont totalement remplacées par d'autres diatomées beaucoup plus adaptées à ce milieu. Et ça peut se faire un changement très très rapide. Donc moi, dans mon Pokédex à diatomée, ou Diatomex, si vous me le permettez, je regroupe le pH, la lumière, l'oxygène, les contenus en oxygène, la salinité de l'eau, donc le contenu en sel de l'eau, la présence en nutriments, et aussi, si elle préfère rester dans le fond de l'eau, flotter sur le dessus, ou traîner sur les feuilles de la végétation. Donc, avec toutes ces informations, quand je vais les croiser dans le journal intime, je vais pouvoir remonter aux anciennes conditions du lac. Alors, c'est un travail méticuleux et extrêmement long. Pour chaque échantillon, je compte 500 diatomées. Sachant que pour, du coup, une carotte de 47 cm qu'on avait vu tout à l'heure, je vous laisse imaginer, ça fait 23 500 diatomées à peu près. Ça commence à être un petit village où il faut connaître les noms de tout le monde. Et donc, par exemple, une fois que j'ai compté toutes mes diatomées et que je commence à leur parler, je peux remonter aux conditions de vie aux conditions du lac. Donc, par exemple, ici, on a un petit lac de tourbière, très peu profond, où j'ai étudié les diatomées. Et donc, ici, nous avons le pH et sa capacité à supporter l'assèchement. Donc, pour ça, c'est les 10 espèces les plus abondantes que j'ai reconnues dans chaque échantillon. Et donc, en gris, on a les diatomées qui aiment les eaux alcalines, donc avec un pH supérieur à 7. Celles qui aiment les eaux acides, pH autour de 7. Et celles qui aiment qui c'est vraiment, vraiment acide, avec un pH bien supérieur à 7. On a aussi capacité à supporter l'assèchement. Donc ça, c'est celle qu'on dit aquatique strict. Il faut toujours qu'elles sont en eau. On a les aérophiles occasionnels. Donc elles vont supporter de temps en temps d'être sur une petite mousse humide. Et aussi celles qui sont
à l'interaction entre justement l'aquatic streak et la subaérienne. Et donc, on voit, grâce aux diatomées, que jadis, donc en fait là c'est le bas de la carotte, c'est à peu près il y a 1700 ans, là on est dans la période actuelle et on voit que petit à petit, les diatomées qui émettent les eaux alcalines ont disparu au profit de celles qui émettent les eaux acides et que les diatomées qui ne restaient que dans de l'eau ont peu à peu disparu au profit de celles qui tolèrent un assèchement. On peut donc en déduire que le lac était sans doute plus profond et il était bien moins acide. Donc au final, les diatomées, rien ne peut leur échapper. Gare à la pollution, elles nous diront tout. Et enfin, pour remonter le temps, c'est possible, à condition de toutes les capturer. Merci. Merci Lucie pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des... Ah oui, question bras déjà. Répète la question, s'il te plaît. Oui, alors on demande combien de temps les diatomées prennent pour se renouveler dans le lac. Pour certaines, ça peut être de l'ordre de la saison. Dans certains lacs qui ne sont pas forcément au nord, là, parce que nous, ils gèlent jusqu'au fond en hiver, mais il y a des diatomées où tu as des variations saisonnières pour les diatomées. Il n'y a pas de quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Attends, il y a quelqu'un derrière toi avant Michel. En fait, elle La question. Oui, alors on me demande si les diatomées qui bougent dans l'eau, est-ce que c'est pareil dans la boue et que ça pourrait fausser? En fait, elles se déplacent pas vraiment, elles n'ont pas vraiment une capacité à se déplacer. C'est plutôt qu'elles vont disparaître et mourir si les conditions ne leur plaisent plus. Et pour ce qui est de la boue, elles vont vraiment vivre dans la couche superficielle. Donc par exemple, si tu veux voir les diatomées de l'actuel, il faut vraiment que tu prennes le haut des sédiments du lac. Elles ne vont pas aller s'enfoncer comme pourraient le faire par exemple des petits vers. Donc il n'y a pas de risque que ça fausse. Le plus gros risque, c'est quand je mets mes grosses bottes dans le lac et que je vais tout mélanger. On va prendre la question. D'abord, Ok, bon, on va prendre la question dans le fond encore. Je voulais savoir s'il y avait plusieurs personnes qui faisaient des carottes à travers le monde. Notamment, je pensais à la partie de la Russie où il y a beaucoup de permagel, etc. C'était vraiment intéressant pour des préhistoriques. Et si, en deuxième question, si tu voulais entraîner par exemple un espèce de modèle qui pourrait reconnaître automatiquement quel type de diatomée il peut y avoir afin de standardiser la récolte de ces données et de savoir sur quelle partie des carottes vous pouvez identifier facilement les équinaques. Alors, première question, est-ce qu'il y a plusieurs endroits dans le monde où on fait des carottes? Oui, il y a des énormes carothèques. Et par exemple, l'Alfred Wegener Institute, il en a une superbe de carothèque avec justement des échantillons de Russie. Et ce serait mon rêve de la visiter. Deuxième question, est-ce qu'on pourrait faire des programmes automatiques pour reconnaître les diatomées? Alors ça, ce serait vraiment mon rêve. Ça se fait un petit peu en médecine légale. Mais le problème, c'est que quand tu crées ton ta lame pour étudier tes diatomées, des fois, elles se mettent sur le côté et c'est vraiment très compliqué des fois de distinguer une espèce d'une autre. C'est vraiment des remarques très fines, des changements très fins pour certaines diatomées, voire des fois avec la pollution, elles sont totalement déformées. Donc, ça demande quand même un petit œil expert pour vérifier. Et là, à Churchill, on en a 150 espèces, mais dans le monde, on en a énormément plus, donc on pourrait éventuellement penser à faire des modèles régionaux, mais de façon globale, ça va demander vraiment énormément de job. Il n'y a pas de quoi. On a le temps pour une toute dernière question. Si Michel, tu veux peut-être faire ton commentaire? Non? Ou tu voudras discuter après? Commencer avec le starter gazon, c'est mieux que celui-là. Bah non, tu commences par une arène roche. Mais gazon, c'est bon pour toi. Bah aussi. Puis Carapuce, il est quand même plus cute. C'est vrai. Mais Carapuce, il a morsure, ça fait peur du coup.
On pourra faire peut-être un événement Pokémon une autre fois. Merci. Ça me plairait de voir ça. Merci Lucille.